Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. À l'heure où l'opinion l'emporte de plus en plus sur l'information, il est urgent d'éduquer nos enfants aux médias. Mais comment faire lorsque les réseaux sociaux et les idéologies s'en mêlent? Nous en parlerons avec notre invité Pierre Aski, président de Reporters sans frontières. Au programme également, une BD sur l'histoire du mouvement LGBTQI+, une façon ludique et documentée de découvrir ce combat pour la tolérance de toutes les orientations sexuelles au cœur de notre société. Et puis pour faire écho à notre débat autour de l'éducation à l'information, Guillaume Buand fera la lumière sur le fonctionnement des agences de presse. Ce sont elles qui sont sur le terrain au plus près de l'actualité. On retrouve Guillaume tout de suite pour l'actualité en bref. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Allez, pour commencer, Gabriel Attal était l'invité de BFM TV hier. Il a voulu afficher la fermeté du gouvernement concernant la laïcité à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a réaffirmé que 183 élèves ne feront pas leur rentrée après la Toussaint, c'est-à-dire après le 6 novembre. Ces élèves exclus après signalement en marge de la minute de silence après l'attentat d'Arras qui est survenu le 13 octobre dernier ne reviendront pas tant qu'un conseil de discipline n'aura pas statué sur leur sort. Au passage, le locataire de la rue Grenelle a évoqué un total de plus de 500 perturbations et contestations recensées sur tout le territoire pendant ce temps d'hommage qui s'est tenu le 16 octobre dernier. Et le ministre est également revenu sur ses propos concernant l'exclusion des élèves radicalisés. Une dizaine, selon le ministre, dans le pays, qui retiennent d'ailleurs toute l'attention du ministère. Chez nos confrères de France 2, le ministre avait annoncé travailler sur des mesures qui permettraient à terme de sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires. Dans certains cas, quand on a des signes qui attestent d'une potentielle dangerosité, je souhaite que ces élèves puissent être sortis de nos établissements scolaires, a-t-il expliqué sur BFM TV. Il y a un principe que je défends, c'est le principe de sécurité. Nous sommes à l'œuvre pour que ces élèves-là ne soient plus en contact de leurs camarades ou encore des enseignants, a-t-il ajouté. Il ne faut pas les laisser dans la nature, a-t-il poursuivi. Et pour terminer sur ce thème, le ministre a été interrogé sur ce lycéen de 17 ans interpellé vendredi dernier pour avoir tenté d'introduire une bouteille d'acide dans un lycée professionnel à Petit-Quevilly. Et là, Gabriel Attal a salué la très grande vigilance du personnel de l'établissement, assurant également que tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer la sécurité des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale a également rappelé son attachement à la laïcité. Je me bats pour que les règles soient respectées dans les établissements scolaires. Concernant justement l'adolescent et cette affaire, le lycéen a été placé en garde à vue, ainsi que l'un de ses camarades, lui aussi âgé de 17 ans. Les investigations se poursuivent pour déterminer le rôle de chacun et surtout leur motivation, c'est ce qu'a précisé le parquet de Rouen. On va parler maintenant d'un ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il était invité de France Info ce samedi et il est revenu justement sur les annonces de son successeur, Gabriel Attal. Oui, il faut suivre. Alors, il est notamment arrêté sur la possibilité de sortir les élèves dangereux des établissements scolaires. Jean-Michel Blanquer appelle à la précision et surtout à prendre un petit peu de hauteur pour ne pas faire de généralité. Il y a un degré de radicalisation qui peut être différent d'un élève à l'autre. Il faut faire attention à ne pas faire, un peu comme avec les prisons, des lieux qui deviennent des nids de radicalisation. Donc il y a un certain nombre de questions que cela pose. Il faut garder une dimension éducative derrière ça quand même. Il faut, avec un enfant toujours, bien sûr, par définition. Et puis, vous savez, il y a tellement d'adolescents qui sont tentés par des soleils noirs, il faut absolument les en détourner. Et ça passe par plusieurs approches. Mais en tout cas, le fait de se poser la question et d'avoir des dispositifs spécifiques, c'est évidemment une bonne chose en soi. L'ex-ministre donc Jean-Michel Blanquer, invité du 8h30 de France Info, c'était ce samedi par ailleurs. Lors de cet entretien, Jean-Michel Blanquer a rappelé qu'il existait déjà des structures pour les élèves violents, les institutions relais, qui peuvent accueillir environ 1500 élèves. A noter aussi que l'ancien ministre de l'Éducation nationale a rappelé que 100 millions d'euros avaient été dépensés depuis 2017 pour la sécurisation des établissements scolaires. Sur un tout autre sujet maintenant, près de 5 mois après la mort de Lindsay, cette adolescente de 13 ans victime de harcèlement. Une marche blanche s'est tenue hier à Liévin dans le Pas-de-Calais. Il y avait environ 200 personnes qui ont marché jusqu'au cimetière où repose l'enfant qui s'est suicidé. Les participants qui scandaient « Stop au harcèlement » ou encore « Le harcèlement, parlez-en », voire « Éduquons nos enfants ». Ils appelaient tout simplement à mieux les écouter et surtout à sanctionner les auteurs. Une minute de silence a également été respectée avec un lâcher de ballon en hommage à ces enfants et à ces adolescents harcelés. Alors après la mort de Lindsay, le gouvernement
avait promis des moyens supplémentaires, on s'en rappelle, dans son plan présenté fin septembre. Il était notamment question de cours d'empathie dès la rentrée 2024, une formation renforcée pour les forces de l'ordre ou encore les magistrats, la confiscation des téléphones portables pour les auteurs de cyberharcèlement ou encore la possibilité d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Alors dans le cas de l'INSEE, pour revenir à cette affaire, 4 mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Une personne majeure a également été mise en examen pour menace de mort. On va parler maintenant d'Emmanuel Macron qui a échangé avec des jeunes jeudi dernier dans la rue et il n'est pas favorable à la création d'un revenu universel pour les étudiants. On en a beaucoup parlé effectivement. Effectivement, et c'est surtout un passage qui n'est pas passé inaperçu à Emmanuel Macron, qui reconnaît qu'il y a trop d'étudiants dans la précarité. Il estime qu'il n'y a pas un pays qui aide plus les étudiants que la France sur le plan social. C'est ce que rapporte un journaliste de l'AFP qui était présent et qui a pu assister à cet échange impromptu. Je suis pour qu'on améliore le système, mais je ne suis pas pour un revenu universel inconditionnel. Voilà ce qu'a donc ajouté le président face à des jeunes. Rappelons qu'en septembre dernier, 14 présidents d'université avaient demandé la création d'une allocation pour tous les étudiants dans une tribune qui avait été publiée dans le journal Le Monde. On en avait parlé ici. Une allocation d'études pour tous les étudiants qui permettrait de lutter contre la précarité des jeunes et qui favoriserait également leur autonomie. Alors, durant cet échange informel, Emmanuel Macron a dit qu'il voudrait un contrôle renforcé aussi sur la présence aux examens et à la réussite de ces examens de ces étudiants qui sont boursiers, car beaucoup de bourses sont données à des étudiants qui ne vont pas assister tout simplement à ces examens. Tout comme dans les files d'attente dans les aides alimentaires, on a beaucoup d'étudiants étrangers. C'est ce qu'il a donc argumenté face à ces jeunes. Et puis afin de lutter contre la précarité étudiante, le président de la République souhaite qu'on aide à développer des études dans des villes où c'est moins cher et de baisser surtout le prix des logements. Là, il a réaffirmé ce gros enjeu du moment. En Ile-de-France, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a annoncé le déploiement de boutons d'alarme. Alors on peut penser que ça existait déjà, on l'a vécu nous-mêmes, oui. Mais en quoi ça consiste précisément ? Alors, en fait, en l'actionnant, cela permettrait d'avoir les secours plus rapidement. C'est l'objectif de la présidente de la région Ile-de-France. Une décision qui intervient donc plus d'une semaine après, on le rappelle, la mort de cet enseignant à Arras. Ces déploiements qui seraient reliés au commissariat dans les 469 lycées franciliens. Ils devraient notamment se trouver dans les loges d'accueil ou tout simplement dans le bureau du directeur. Mais du côté des syndicats des chefs d'établissement, la nécessité de ce bouton pose déjà question. Car, vous l'évoquiez Loïc, il existe déjà des boutons en cas de confinement, en cas d'alerte attentat ou encore l'évacuation et la fin des exercices. Mais là, Valérie Pécresse a tout simplement indiqué que des équipes de sécurité seraient déployées plus rapidement et en urgence en cas d'extrême besoin. Et pour terminer, Guillaume, coup d'envoi de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information dont on va parler dans le dossier dans quelques minutes. Effectivement, au cœur d'un monde de plus en plus connecté, l'objectif c'est de savoir décrypter, de faire le tri entre information, communication, influence et surtout désinformation. C'est un enjeu qui est majeur et cette Semaine mondiale est organisée par l'UNESCO. Elle vise à sensibiliser le public à l'importance de développer des compétences d'analyse et surtout un esprit critique. Le thème de cette année, l'éducation aux médias et à l'information dans l'espace numérique, un agenda mondial collectif qui devrait permettre d'explorer des pistes pour renforcer la coopération avec les plateformes numériques. On le sait, c'est très important en ce moment et d'autres parties prenantes dans l'intégration de l'éducation de nos jeunes aux médias et à l'information. Merci beaucoup Guillaume, on se retrouve dans quelques instants pour votre chronique justement sur les agences de presse, ça va avec. Et donc, éduquer nos enfants à l'information et aux médias, oui, mais comment ? Comment faire lorsqu'il y a les fake news, lorsqu'il y a une partie de l'opinion qui a une défiance, une méfiance, et puis les idéologies également qui créent le trouble auprès du grand public, notamment dans des situations de crise. C'est notre question du jour. Disons-le clairement, la défiance envers les journalistes n'a peut-être jamais été aussi importante. Et cette remise en question permanente a été renforcée ces dernières années, à la fois par l'explosion des réseaux sociaux, bien sûr, et aussi par la manipulation de certains États qui se sont fait une spécialité de ce type de déstabilisation. Alors, comment éduquer nos enfants aux médias, à la compréhension de l'information et comment redonner confiance dans le travail de nous autres, les journalistes? On en parle à l'occasion de cette semaine de l'éducation aux médias et à l'information avec Pierre Aski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et président de Reporters sans frontières. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que les réseaux sociaux sont les ennemis de l'information ? Alors, c'est une question compliquée parce que les réseaux sociaux sont à la fois les amis et les ennemis de l'information. Et franchement, au début, on a cru que c'était
uniquement des amis. Et donc on leur a fait confiance, comme on le fait avec des amis. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait être trahi. Et donc je pense qu'il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, contrairement à un média, alors les médias peuvent se tromper aussi, mais les médias ont des processus de validation de l'information qui font que, à l'arrivée, ce que vous propose un média, un journal télévisé, un journal papier, une publication en ligne, a été validé. Les réseaux sociaux sont des tuyaux. Et donc, tout le monde peut émettre et lire sur ces tuyaux. Et c'est là que ça se complique, parce que vous pouvez avoir, vous avez parlé de manipulation tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir des manipulations dans ces tuyaux. La première fois que les réseaux sociaux ont joué un rôle déterminant en termes d'information, c'était en 2009. Il y avait un soulèvement en Iran. Il y avait des élections qui avaient été confisquées par le président sortant qui a triché, en gros. Et tous les journalistes étrangers ont été expulsés du pays. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on continuait à avoir des informations. Parce que les gens tweetaient, mettaient sur Facebook des images, des vidéos qui pouvaient être authentifiées en plus. Et il y a eu notamment un événement qui, je pense, nous a façonné la décennie qui a suivi. C'est la mort d'une jeune femme dans une manifestation qui a reçu une balle dans la tête et qui s'est écroulée par terre. Et on a eu tout d'un coup plusieurs vidéos filmées par des gens, des passants ou d'autres manifestants, qui étaient tout à fait identifiables. C'est-à-dire on savait à quel carrefour c'était, à quelle heure, quel jour, elle avait la même robe sur toutes les photos, etc. Et on a pu l'identifier et déterminer qu'elle était effectivement morte dans une manifestation. Et ça a changé la donne. Simplement, depuis, on sait qu'il y a des bonnes informations et il y a des mauvaises informations au sens de manipulation. Et justement, on le voit bien là avec le conflit en Israël que nous vivons. Ce fut le cas aussi pour le séisme à Marrakech. Si on remonte un petit peu la guerre en Ukraine, et en fait, on peut voir ça pour tous les gros événements de ces 10-15 dernières années. L'information a de plus en plus de mal à triompher, des fake news, des remises en question, des accusations aussi de manipulation, de conflit d'intérêts. Comment, quand on est journaliste, on peut lutter contre ça? Parce que finalement, ça remet en cause, à vous et à moi, notre honnêteté intellectuelle. Alors d'abord, je pense qu'il y a une partie du travail qui doit être fait par les journalistes, mais aussi par les simples citoyens, lecteurs, utilisateurs de ces réseaux. C'est de se demander qui émet l'information. Moi, je ne fais pas confiance à tout le monde sur les réseaux sociaux. Lorsqu'éclate un conflit, par exemple, alors le Moyen-Orient, j'ai mon réseau et j'ai mes sources habituelles. Mais par exemple, l'Arménie et l'Azerbaïdjan récemment avec le conflit du Karabakh, zone sur laquelle c'est plus compliqué. Oui. Moi, je passe un moment initial à identifier des comptes fiables. Comment on identifie un compte fiable? Vous regardez son historique, vous regardez ce qu'il a publié, vous regardez qui il retweet, et vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation et qui retweet n'importe quoi, ou c'est quelqu'un qui vous donne des informations qui, avec le recul, se sont avérées. Puis avec Internet, en plus maintenant, quand on tape un nom dans Google, on trouve toujours des informations sur la personne. Et je pense, alors moi je le fais en tant que journaliste parce que c'est mon métier et c'est comme ça que je tire une partie de mes informations, c'est en allant, comme je travaille sur les questions internationales, en allant dans le périmètre d'information du pays ou de la crise en question, et je repère les journalistes, les universitaires, les chercheurs, les acteurs politiques, etc. Et petit à petit, vous vous faites comme ça un réseau d'une série de comptes fiables. Mais je pense que tout le monde peut faire ça. Ouais. C'est pas réservé aux journalistes Bien sûr. De vérifier l'information. Mais nous, c'est notre métier, alors que les gens n'ont peut-être pas le temps. En revanche, il y a un bon exemple aussi, il me semble, c'est celui du bombardement de l'hôpital de Gaza il y a quelques jours. Je rappelle, les premières infos disent Israël a bombardé un hôpital. Il y a plusieurs centaines de morts. On parle de 200 à 500 au début. Et puis au final, on se rend compte qu'il n'y en a qu'une cinquantaine, ce qui est déjà tragique, évidemment. Ce qui n'est pas sûr. Ce qui n'est pas sûr. Les Américains disent entre 100 et 300. Donc même là-dessus, il n'y a pas de... Dans la gradation, en tout cas, on dit... Voilà, mais dans la gradation, on dit c'est 50. Et en fait, c'est le Hamas qui s'est planté en mettant une roquette. Et effectivement, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est réellement passé. Il y a des sources concordantes, mais on est toujours dans le flou. C'est important du coup, et il faut le dire aux gens, aux enfants, aux adolescents et à tous ceux qui nous regardent, de ne pas se précipiter. Prendre une information toujours dénuée d'émotion. Et ça, c'est le plus compliqué. Alors c'est très compliqué. Alors, dans ce cas précis,
ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a plongé d'une certaine manière dans la première réaction initiale qui était de dire c'est cohérent. Oui. Israël est en train de bombarder la bande de Gaza. Donc, il y avait une sorte de logique. Donc qu'il y ait une bavure avec une bombe qui tombe sur un hôpital, ça n'est pas incohérent et c'est pour ça que les gens dans les premières heures, les 2 premières heures, on dit les Israéliens ont bombardé, y compris dans certaines réactions politiques d'ailleurs, et ça posait problème. Et le problème, c'est que la source était le Hamas. Donc un des acteurs de ce conflit... Et qui n'est pas réputé pour redonner des informations fiables en règle générale. Qui a intérêt, soyons clairs, dans la guerre, c'est une phrase célèbre, la première victime c'est la vérité, tous les acteurs de la guerre ont intérêt à mentir et à tirer la couverture à eux, ou à noircir celle de leur adversaire. Donc le fait que la source soit le Hamas aurait dû être déjà une raison de se méfier. Enfin, en tout cas, de prendre des pincettes avant d'affirmer quoi que ce soit. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun observateur indépendant sur place. Et c'est là que ça se complique et que le travail d'information est vraiment difficile dans des circonstances comme ça. C'est que les journalistes ne peuvent pas aller sur place. Les journalistes locaux palestiniens sont surveillés et pris en charge par le Hamas qui les empêche de faire un travail honnête, il faut bien le dire, pour la plupart. Et il n'y a pas non plus d'observateurs de l'ONU, d'ONG indépendants sur place. Il y a un blocus de ce territoire. Donc il y avait cette complication terrible et ensuite sont venues les premières informations sur le trajet de la roquette, le fait que il y avait des images. Il se trouve que la chaîne Al Jazeera, qui est une chaîne arabe en plus, qatari, donc pas israélienne, avait une caméra filmé, en permanence sur cette zone et a filmé à l'heure précise, 18h19 je crois, ou 19h19, a filmé le trajet de la roquette qu'on voit tomber. Donc il y a eu un accident de tir qui est tombé dessus. Et c'est un bon exemple parce qu'il nous incite, et on le voit bien, le système d'information est dans la vitesse permanente, il faut bien le dire. On a des chaînes d'infos continues, on a les réseaux sociaux, donc on est dans l'immédiateté, tout le monde veut aller plus vite que le concurrent, et ça nous amène à faire des erreurs qui sont très dommageables sur la crédibilité du système d'information. Il y a autre chose, me semble-t-il, puisque vous évoquez les chaînes info, c'est que de plus en plus, les gens se reconnaissent dans une chaîne parce qu'elle est éditorialisée, parce ce n'est plus vraiment de l'information, c'est une confirmation de leur opinion. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les gens vont chercher à être confirmés dans ce qu'ils pensent. Et c'est une approche complètement différente pour vous et moi, parce que la vérité ne devient plus vraiment une vérité si elle est contraire à ce que la personne qui nous regarde pense. Mais alors, tout ça est apparu vraiment au grand jour au moment de l'élection de Donald Trump, quand on a formulé ce concept aux États-Unis de vérité alternative, ce qui est absolument monstrueux comme concept, parce qu'il y a une vérité où il n'y en a pas. Il y a des faits. Sauf que l'équipe de Trump disait il y a une vérité alternative. Vous dites qu'il y avait peu de monde au meeting du président. Nous, on dit qu'il y en avait beaucoup. Chacun sa vérité. Et ça, c'est la fin de la vie en société, parce que si vous n'avez plus un socle de faits sur lequel on peut s'entendre, ensuite on peut avoir des analyses différentes, mais au moins on est d'accord sur la base, et c'est ça qui est fondamental. Et les réseaux sociaux ont amené c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation, c'est-à-dire que vous recevez par vos canaux d'information ce qui va vous renforcer dans vos convictions, et non pas ce qui peut vous faire réfléchir et vous exposer à d'autres points de vue. Et les algorithmes, puisque sont faits pour ça. Ce que vous lisez sur vos réseaux sociaux, c'est pas innocent. Ce sont les algorithmes des plateformes qui déterminent en fonction de vos goûts. Et je me souviens que le jour de l'élection de Donald Trump, il y avait un journaliste américain qui disait j'ai ma famille qui est dans le sud des États-Unis, je sais qu'ils ont tous voté Trump. Or, dans mon fil d'informations sur Facebook, je ne vois aucun Trumpiste. C'est qu'on ne lui envoyait que la confirmation de ce qu'il pensait, c'est-à-dire que lui était opposé à Trump, et que même des gens de sa famille qui pensaient comme Trump n'apparaissaient pas sur son fil parce qu'ils étaient éliminés par l'algorithme qui, en gros, voulait lui faire plaisir. C'est paradoxal, mais il y a une démarche économique des réseaux sociaux, des plateformes qui produisent ces réseaux sociaux, qui a entraîné un effet
pervers extrêmement important. Et aujourd'hui, effectivement, les chaînes d'infos continuent. Je pense à CNews, par exemple. Voilà, c'est celle qui s'est la plus droitisée, pourrait-on dire, ces dernières années, et qui l'assume complètement, être la Fox News à la française. Et c'est un positionnement, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. En revanche, ça redistribue les cartes pour les journalistes. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est un problème que la société doit prendre en charge. Ce n'est pas un problème de journaliste uniquement. C'est un problème politique de la société. Mais nous avons aussi notre responsabilité là-dedans. Bien sûr. L'enjeu, donc là, on a le contexte. L'enjeu, évidemment, c'est d'éclairer nos enfants, nos adolescents sur tout ça. Est-ce qu'avec Reporters sans frontières, vous avez des actions? Est-ce que vous-même, quand vous avez des jeunes en face de vous, vous leur parlez de ça? Et surtout, quels mots vous utilisez pour leur transmettre ce souci de la vérité? Alors moi, je participe régulièrement à notamment pendant la semaine de la presse à l'école, à des classes. Je suis invité dans des classes et il y a beaucoup de journalistes qui font ça. Il y a même des associations qui ont été créées pour ça, qui interviennent avec les rédactions de France Télévisions, de l'AFP, du Monde, qui sont extrêmement sollicitées et qui participent. Et je pense que c'est absolument fondamental parce que le monde a changé. Moi, j'ai appris à comprendre l'univers de l'information par mes parents, parce que, en gros, le monde de l'information était le même à la génération de mes parents et au mien. Et aujourd'hui, non. Et c'est fini. Moi, j'ai lu Le Monde parce que mon père lisait Le Monde. Les jeunes ne lisent plus Le Monde aujourd'hui, depuis bien longtemps. Les jeunes, alors maintenant, les parents aussi sont sur les réseaux sociaux, donc ça a changé, mais il y a eu un moment de cassure pendant lequel les parents et les enfants ne lisaient plus les mêmes choses, n'avaient plus accès aux mêmes informations. Et c'est là que s'est fait, je pense, la bascule. Et il fallait à tout prix, parce que ce n'est pas inné de comprendre cet univers. Vous voyez, moi, quand j'ai grandi, je rentrais dans un kiosque et je connaissais cet univers parce que il m'était transmis sans que je m'en rende compte. Je savais la différence entre le monde diplomatique et point de vue image du monde. Voilà, c'est pas les mêmes univers de presse. Vous allez aujourd'hui sur Internet, on fait tous la même remarque, c'est que vous dites « j'ai lu ça, mais je ne sais plus où ». Parce qu'il n'y a plus de différence, tout est égalité sur un réseau social. Vous ne savez plus qui vous a transmis cette information. Et mais ça, sur les adolescents, précisément, quels mots vous utilisez en fait? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, il faut apprendre à discerner le fruit d'un travail journalistique et ce qui peut être de l'ordre de la rumeur ou de la manipulation. Et donc, il faut comprendre la fabrique de l'info. Et c'est ça que moi j'essaie de transmettre, c'est que un travail d'une enquête journalistique n'est pas équivalent à la rumeur que va vous envoyer votre copain qui a entendu dire dans la cour de récré, etc. C'est que la source, c'est qu'il y a du professionnalisme. Contrairement à ce qu'on a pu dire à un moment, le journalisme, c'est un métier. Ça s'apprend, il y a des règles. Parce qu'à un moment, on disait tous journalistes. C'était un slogan que les réseaux sociaux rendaient, en gros, le travail du journaliste inutile. On sait aujourd'hui que c'est faux et que le travail du journaliste a de la valeur. Ça ne veut pas dire que les journalistes ne peuvent pas se tromper, parce que c'est un travail humain et c'est pas une intelligence artificielle qui fait le boulot, et encore que l'intelligence artificielle se trompe aussi, mais c'est un autre débat. Mais il faut qu'on comprenne, lorsqu'on a 10 ans, 11 ans, qu'on fait ses premiers pas tout seul sur Internet, qu'il y a un métier qui s'appelle le journalisme, qui a des règles, et que ce n'est pas la même chose que des informations qui peuvent provenir de n'importe quelle autre source. Mais il y a même des confusions, par exemple, qui sont intéressantes à pointer, mais les sites parodiques. Le nombre de fois où des informations de sites parodiques se retrouvent comme informations sérieuses. Mais d'arriver à distinguer un site parodique et de bien comprendre que ça, c'est fait pour vous faire marrer, c'est pas fait pour vous informer en tant que citoyen, c'est important. Et donc, vous avez un champ comme ça d'informations. Et je pense qu'il est important d'apprendre à se forger sa propre opinion sur la base d'informations qu'on a choisies. D'ailleurs, il y a beaucoup d'établissements maintenant qui proposent des classes, des cours d'éducation aux médias et à l'information. Alors souvent, ce sont des enseignants de français, d'histoire ou des documentalistes qui s'en occupent. Et c'est vrai que ces gens-là, même s'ils sont très cultivés, qu'ils se sont renseignés, ce ne sont pas des journalistes. Et il y a parfois aussi un manque de formation de ces gens qui peuvent parler en théorie de ce qui se passe dans une rédaction, mais tant qu'on n'y est pas et qu'on n'a pas
vécu, par exemple, le conflit en Israël et qu'on ne l'a pas senti, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Est-ce que là aussi, l'enjeu n'est pas de faire venir de plus en plus les enseignants, les documentalistes dans des rédactions et pourquoi pas de les former un jour ou deux à nos métiers? Non, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès déjà dans la formalisation de cette semaine de la presse à l'école, dans les passerelles qui existent entre entre les deux professions d'enseignants et de journalistes. Mais je pense que ça doit aller plus loin et que les profs, effectivement, doivent avoir une meilleure formation à la fois au métier du journalisme, parce que ça fait partie aussi des choses qui intéressent les jeunes, mais à la technique de fabrication de l'information, parce que c'est quelque chose à transmettre pour comprendre le monde dans lequel on va vivre. Et ça, c'est quelque chose qui est encore relativement peu connu. Donc il faut renforcer peut-être créer un métier, un corps de prof, créer cette matière de prof d'éducation aux médias. Alors justement, parce qu'il y a les états généraux de l'information qui ont été lancés par Emmanuel Macron là au mois de juillet, et il y a déjà des premiers travaux qui ont été faits. Il y a une initiative parlementaire de 2 députés, Violette Spillebout de Renaissance et Philippe Ballard de Rassemblement National, qui proposent de faire justement de l'éducation aux médias et à l'information une matière à part entière toute l'année, avec des contrôles, pourquoi pas que ça compte au bac, etc. Une bonne idée ou pas ? Oui, moi, spontanément, je dirais oui. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais c'est peut-être beaucoup une matière entière parce que les élèves ont déjà des programmes assez chargés, donc je ne sais pas si c'est gérable, mais en tout cas ça veut dire en tout cas que c'est une matière sérieuse qui mérite l'intérêt, qui mérite qu'on s'y attarde, et qu'on s'y attarde. Et donc là il y a quelque chose à creuser, peut-être pas au même niveau que les autres, mais en tout cas quelque chose de fondamental, parce que c'est un enjeu citoyen et que le jour, vous savez, il y a une phrase d'Hannah Arendt, je ne sais pas si tout le monde connaît Hannah Arendt, mais c'est une philosophe qui a beaucoup écrit sur le totalitarisme, sur l'autoritarisme, avant Internet, parce qu'elle est d'une autre époque. Et dans les années 80, elle a eu cette phrase extraordinaire. Elle disait « Quand on vous ment, le but n'est pas de vous faire croire le mensonge, il est que vous ne croyez plus en rien. Et une fois que vous ne croyez plus en rien, on peut faire n'importe quoi avec vous. » Et c'est ça qui se joue aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans un univers informationnel dans lequel vous ne pouvez plus croire en rien parce que vous pensez que tout le monde vous ment et que tout le monde cherche à vous manipuler, dans ce cas-là, vous êtes une proie pour ceux qui veulent véritablement vous manipuler. Et pour les idéologies, quelles qu'elles soient. Avant de conclure, un dernier petit mot peut-être aux enfants, aux adolescents, aux responsables de classe média également qui nous regardent, pour profiter de cette semaine-là, pour parler de tout ce qu'on vient de se dire à leurs élèves. Prenez l'information au sérieux. Parce que c'est une matière sérieuse, il peut y avoir du divertissement et des choses drôles, agréables dans l'information, mais c'est aussi une matière très sérieuse parce qu'on ne peut pas prendre de décision dans sa vie, que ce soit celle de traverser la rue ou celle de partir en vacances, en voyage, son métier, de ses vacances ou de sa vie, quoi. Et qu'on soit élève ou président de la République, si on n'a pas une information sérieuse et des faits sur lesquels on s'appuie. Et une fois qu'on a compris ça, on considère l'information comme une denrée essentielle, comme l'eau, l'air et la nourriture. Et donc, prenons l'information au sérieux. Merci beaucoup, Pierre Aski, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et président de Reporters sans frontières. À très bientôt. Merci. Allez, une petite pause dans ce grand JT de l'éducation. On revient tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation et le bon point du jour, nous le décernons à Antoine Idier et Pochep. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes les auteurs de ce livre Résistance queer, une histoire des cultures LGBTQI+, c'est aux éditions Delcourt. Un petit mot peut-être de contexte, selon une étude de l'association SOS Homophobie, une agression LGBT-phobe a eu lieu tous les 2 jours en France en 2022, soit une hausse de 28% par rapport à 2021. C'est donc important d'en parler aux jeunes et à toutes les
générations, pour les sensibiliser, pour faire changer leur mentalité également. Alors Antoine Didier, vous êtes scénariste de cette BD, sociologue, historien, et Pochep, vous êtes le dessinateur. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter dans cet ouvrage ? Beaucoup de choses. C'est une histoire de l'homosexualité depuis le milieu du 19e siècle, donc tout à la fois une histoire de l'invention des identités LGBTQI+, lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, l'histoire des représentations littéraires, culturelles, l'histoire aussi de la pénalisation de l'homosexualité, de la répression de l'homosexualité, l'histoire de la déportation homosexuelle pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi une histoire de résistance, de contre-culture, de toutes les luttes que des individus ont constituées pour résister et se dresser contre la répression, la stigmatisation qu'il et elle subissaient, voire subissent encore, comme vous l'avez rappelé. Ouais, alors ça a dû être quand même un travail assez incroyable. Depuis le 19e siècle, on aurait pu aussi parler évidemment de l'homosexualité depuis l'Antiquité, qui était pratiquée à l'époque, c'est connu depuis. Mais gros boulot d'historien, du coup, là. C'est un travail de synthèse, hein, parce qu'il y a un certain nombre de recherches qui existent depuis longtemps en France, hein, des travaux depuis 40, 30, 20 ans. Donc il s'est agi de synthétiser ces travaux, d'en sortir des grandes lignes et aussi de transmettre des travaux de chercheurs, des travaux érudits, dans ce format de la bande dessinée qui permet aussi de s'adresser à un autre public que le public auquel les universitaires s'adressent habituellement. Alors Pochep, en termes de direction artistique, de dessin, on est vraiment, hein, je le montre ici, on est vraiment sur, on n'est pas sur des vignettes comme à l'époque des BD d'Astérix ou de Lucky Luke, on est sur du dessin aussi très moderne, tout en rondeur. Hein. Comment vous avez pensé votre trait, votre dessin pour ce sujet-là spécifiquement? Alors moi, j'ai d'habitude dans mon travail hors cet album, j'ai un trait qui est plutôt humoristique et un propos humoristique. Et quand je m'attaque à ce type de chantier, j'essaie de le conserver en partie aussi parce que on a beaucoup de choses à dire, on voit beaucoup de personnages, beaucoup d'informations à transmettre. Donc, essayer aussi, parfois quand c'est possible, parce que cette histoire est aussi des fois grave. Oui. Elle relate des choses où des gens ont subi des violences. Mais quand je sens que c'est possible d'amener un peu de légèreté ou un trait d'humour, pour essayer d'aérer un peu ce récit, je ne loupe pas une occasion. Donc là, en fait, c'est dessiné pour mettre en valeur le message, le contenu. Un peu dessiné sous la contrainte, entre guillemets, mais vous aviez ça en tête, en tout cas, de rendre le tout aérien et agréable. Complètement. Ouais. Après, c'est un dialogue que j'ai eu avec Antoine tout au long de la réalisation de l'album. Lui, en tant qu'universitaire, il avait énormément de choses à dire. Nous, on avait un périmètre qui nous avait été fixé de 140 pages. Moi, en tant que dessinateur, je veux aussi exister. Je veux que mon dessin occupe une place et il a son caractère, bien sûr, etc. Donc c'est un jeu de ping-pong entre des informations qu'on garde, des informations qu'on retire. On essaie de, page par page, de tomber d'accord sur ce qu'on garde, ce qu'on veut mettre en valeur aussi, mettre en avant. Alors ce genre d'ouvrage est aussi évidemment très important puisque à chaque époque, évidemment, les homosexuels et trans, queer, etc. ont vécu des choses horribles, il faut le rappeler, le redire, et donc c'est important que ceci existe comme une espèce de manifeste de la tolérance. On sait également qu'à l'école, et je parle notamment du petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé au début de l'année pour des agressions homophobes et du harcèlement homophobe, cette sensibilisation-là, est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui selon vous dans les établissements scolaires ou est-ce qu'il faut encore appuyer encore un petit peu plus les choses? Alors, je ne suis pas un expert de la situation dans les écoles. Mais au moins un observateur. Je crois savoir que, vous avez rappelé le cas de Lucas, le cas le plus tragique des derniers mois, mais de nombreux jeunes gens, adolescents, enfants, sont harcelés du fait de leur identité de genre, de leur orientation sexuelle. Et de fait, il y a un chantier en cours dans les établissements scolaires qui n'est évidemment, qui ne repose pas seulement sur les enseignants, c'est toute la structure, toute l'éducation nationale qui réfléchit, qui doit poursuivre ses réflexions sur comment prévenir les discriminations, comment former ces personnels, quels outils aussi pédagogiques donner aux différentes personnes qui travaillent dans l'établissement scolaire. De fait, on sait aussi, quand on a réfléchi à
au public du livre, c'est aussi destiné à des jeunes gens. Alors, je ne pense pas des collégiens ou à la rigueur peut-être 4e, 3e, des lycéens. En tout cas, la bande dessinée est aussi pensée pour s'adresser à un très large public et pas seulement à un public érudit ou un public adulte. Est-ce que vous estimez que les mentalités, néanmoins, ont un peu évolué, là, en 2023, ou est-ce qu'on est toujours un peu comme au 19e siècle, dans une société différente, bien sûr? C'est une question compliquée. Ce qu'on sent, c'est que à mesure que les droits progressent, à mesure que les luttes gagnent du terrain, il y a des résistances extrêmement violentes qui se font jour. Et c'est un peu un mouvement d'imbrication, c'est-à-dire plus des choses sont conquises, plus certains résistent et résistent très violemment. On le voit aujourd'hui dans le cas de toutes les campagnes transphobes menées contre les personnes trans et notamment contre les adolescents, les jeunes adultes trans. Il y a une violence extrêmement forte. Et puis par ailleurs, il y a encore des gens qui se font agresser dans la rue, dans des bars, parce qu'ils sont, ils ou elles sont lesbiennes, homosexuelles, etc. En même temps, voilà, un certain nombre de choses progressent, mais il y a ces contre-résistances réactionnaires qui sont aussi soutenues par des discours politiques, par des structures idéologiques qui les fortifient et les légitiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous, en vous plongeant dans toute cette histoire-là, vous avez peut-être revu la situation actuelle d'un autre œil? Oui, enfin, moi, ce qui m'a semblé important avec cet album, et c'est aussi ce qu'on met en scène directement dans l'album, c'est la transmission et l'explication. C'est-à-dire que toutes ces personnes, les homosexuels, hommes, femmes, les trans, etc., n'apparaissent pas comme ça de manière spontanée. C'est-à-dire tous ces gens vivent dans cette société. Sont nos voisins, nos familles, etc. Et cette histoire, c'est aussi expliquer comment tout ça s'imbrique, comment cette société, des fois, se montre injuste et cruelle avec certains de ses enfants. Et qu'en dialoguant, qu'en discutant, qu'en décrivant, illustrant tout ce que ces gens ont connu et tout ce qu'ils ont eu à traverser, et comment, surtout, ils ont réussi à dépasser. C'est ça. Les problèmes qui se posaient à eux. On peut faire quand même évoluer les choses. Exactement, et comment on fait société aujourd'hui. Ouais. Alors, on parlait des écoles tout à l'heure. Il y a des parents qui s'inquiètent de la présence d'associations LGBT au sein des écoles, même certains simplement sur des cours ou des interventions sur la tolérance. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Du dégoût. Non, mais enfin, comment on peut s'offusquer d'interventions qui visent à lutter contre les discriminations, qui visent à lutter contre les formes de violence? L'argument, c'est de dire, si c'est des enfants trop jeunes, ça peut les perturber, leur faire voir les choses différemment. Enfin, c'est les arguments habituels. Et ce qui est très intéressant, c'est que toute l'histoire de la répression de l'homosexualité s'est faite sur l'idée de la protection de la jeunesse et de l'idée de protéger les jeunes gens d'une forme de contamination homosexuelle. Et qu'en fait, ces arguments qui s'opposent à l'introduction de certains cours à l'école, de cours sur la sexualité, de cours sur le genre, comme sur d'autres sujets, reprennent cet argument et cette structure antéhistorique homophobe en l'euphémisant ou en la transformant selon les conditions. Mais que l'école soit le lieu de l'apprentissage, de la tolérance, du respect, c'est les valeurs tout à fait naturel de l'école, sur la sexualité, sur le genre, comme dans tous les domaines. Alors, néanmoins, on a commencé avec LGBT, puis on a eu LGBT+, et puis LGBTQ+, et puis etc., etc. Là, j'ai trouvé, l'acronyme le plus long que j'ai trouvé sur Internet, c'est LGBTQQIAAP, pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, transsexuel, queer, en questionnement, intersexe, asexuel, allié, pansexuel. Et j'ai même vu des bispirituels et des allosexuels, entre autres. Ma question est simple, est-ce qu'à force d'élargir cette liste queer, on n'est pas en train finalement de noyer le genre? Et aussi, est-ce que ça ne dessert pas un peu la cause de mettre tant d'étiquettes et d'images sur ces gens qui avant étaient peut-être tout simplement dans la catégorie homosexuelle, mais il y a des sous-catégories maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ces catégories ont une signification et ces catégories ont une histoire. C'est-à-dire qu'une personne lesbienne ne vit pas la même chose qu'un homosexuel, au sens où ce ne sont pas les mêmes discriminations. À un homosexuel, on reproche de ne pas se comporter comme un homme, à une lesbienne de ne pas se comporter comme une femme devrait se comporter. Et de même, une personne trans, au quotidien, ne vit pas la même chose qu'un homosexuel ou une lesbienne.
lesbienne, puisqu'il y a le problème qu'a la société avec son identité trans, c'est cette porosité entre les genres. Donc toutes ces catégories ne sont pas là juste pour faire joli ou pour perdre les personnes. Non, parfois je crois qu'il y a juste une image de dire il y a quand même des catégorisations qui ne sont pas nécessaires. C'est comme ça qu'on peut le voir de l'extérieur. Nécessaire pour qui? Nécessaire pour ceux qui ne le vivent pas, bien évidemment. Voilà, mais en fait, ces personnes qui ne les jugent pas nécessaires parlent de leur position d'extériorité et de domination, c'est-à-dire de penser que ces catégories ne renvoient à rien. Mais précisément, ces catégories renvoient à des dominations, à des rapports sociaux qui sont des rapports extrêmement violents. Et donc ces catégories sont aussi des moyens de visibiliser et de mettre en lumière les oppressions spécifiques que vivent ces personnes. Alors, pour conclure, cette BD, on la retrouve où? Dans toutes les bonnes librairies? Exactement. Est-ce qu'elle a vocation à être distribuée ou présentée dans les établissements scolaires? Je crois que nous en serions tous les deux extrêmement ravis et contents. Ah oui, complètement. Je pense que ça peut être aussi, dans le cadre de certains cours, d'une lecture à accompagner. Parce que comme on fait aussi référence au droit, tout ce mouvement a souvent été confronté au droit, ça demande sans doute régulièrement un développement. Oui, ça peut provoquer la discussion à la fois aussi sur l'histoire, sur l'histoire de notre pays et de tout ce que nous avons vécu. Merci beaucoup Pochep et Antoine Idier d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes auteur et dessinateur de cette BD Résistance queer, une histoire des cultures LGBTQI+, et c'est aux éditions Delcourt. Merci encore messieurs d'avoir été avec nous. Merci. Tout de suite, c'est la chronique de Guillaume Buan. On reparle de l'éducation aux médias. Alors Guillaume, on en parlait à l'instant, Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information, et on va s'arrêter justement sur ces différentes agences de presse qui sont au cœur de l'actualité sur le terrain. Oui, parce que nous, on sait ce qu'est une agence de presse, mais beaucoup de gens qui nous regardent ne savent pas ce que c'est. Déjà, on va définir le mot agence de presse. C'est une organisation qui vend aux médias de l'information, des textes, par exemple, que l'on appelle des dépêches dans notre jargon. Nous avons des photos pour les journalistes photos ou encore des vidéos pour les journalistes reporters d'images. Les agences de presse permettent ensuite à ces médias de s'informer sur des pays dans lesquels ils ne sont pas présents, voire peu présents, ou alors dans des domaines, là aussi où ils sont peu présents, on pense à la culture, on pense au sport, ou on pense tout simplement à l'économie. Alors plus concrètement, des agences de presse, il en existe un peu partout dans le monde, mais il y en a 3 principales, un peu aux 4 coins du monde, je dirais. Oui, effectivement. J'ai regardé la liste, elle est vraiment nombreuse, il y a des dizaines d'agences de presse dans un seul et même pays. C'est le cas par exemple sur le continent africain, on a énormément d'agences de presse, mais 3 sont reconnues, on va les prendre. Il y a l'agence France Presse, Associated Press ou encore Reuters. Alors peut-être que cela ne vous parle pas, donc petit tour d'horizon ensemble. Associated Press, connue sous le nom de AP, qui est une agence de presse mondiale, généraliste, créée en 1846. C'est l'une des plus anciennes coopératives au monde. Il y a Reuters également, qui est une agence de presse qui est fondée en 1851 à Londres. Et puis l'agence de presse Cocorico, qui est connue sous 3 lettres, AFP, que vous entendez peut-être souvent à la télé ou à la radio, on en reparlera dans quelques instants. C'est une agence de presse internationale généraliste, là aussi, multimédia, qui a été fondée en août 1944 à Paris. Et c'est très intéressant de voir que dès 1846, on a eu le souci de créer des agences qui aillent chercher l'information. Donc on sait depuis ce temps-là qu'il faut des gens de terrain. Ça a commencé extrêmement tôt. Ouais. On se souvient aussi de ces anciens journaux qu'on voit aussi dans les films un peu historiques. Ouais. Il y avait le besoin d'informer déjà à l'époque. 3 agences de presse qui sont présentes donc quasiment partout dans le monde. Par exemple, l'AFP est présente du côté de Paris, Reuters est à Londres, donc au Royaume-Uni, et Associated Press, pardon pour mon anglais, aux États-Unis. Globalement, ces agences, elles représentent quand même beaucoup de journalistes. Entre 2000 à 4000 journalistes employés sur le terrain partout dans le monde. On l'évoquait, l'AFP, 151 pays, représentés 196 pays pour Reuters ou encore 145 pays pour Associated Press, appelé aussi AP, dans des langues du monde entier, là aussi, entre 6 voire 16 langues pour pouvoir communiquer un maximum et donc mieux nous informer. Alors comment est-ce qu'elles fonctionnent précisément, ces agences, et à quoi est-ce qu'elles servent? Alors, le fonctionnement est un peu le même pour tous. On va prendre l'exemple français, si vous le voulez bien, on va parler de l'AFP, déployée, on l'évoquait, dans plus de 150 pays, y compris là où les médias classiques ne peuvent tout simplement pas aller. On va prendre des exemples. On pense à BFM TV, on pense à LCI, France Info, CNews. Ils ont la possibilité
possibilité d'envoyer des journalistes sur le terrain, mais ils n'en ont pas 2000 eux non plus. Donc ils profitent en fait de ces journalistes qui sont rémunérés par l'agence de presse qui fait payer ses services, ce qui permet en fait à ces journalistes de remonter l'information, et ceux qui sont à Paris vont pouvoir ensuite vous la communiquer à vous qui nous regardent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce sont surtout des journalistes souvent spécialisés de leur territoire dans un domaine bien particulier qui, du coup, on est sûr que ce qu'ils nous apportent est une vérité du terrain. Qui connaissent effectivement. Prenons un exemple, si vous le voulez bien. Parlons de la présidentielle américaine qui va arriver dans un an. Eh bien, les radios ou télévisions françaises, même on pense à la presse, notamment au Monde ou au Figaro ou autres quotidiens que vous lisez peut-être, eh bien, ils ont des correspondants aux États-Unis. S'ils n'en ont pas, eh bien, ils profitent de ces correspondants, de ces agences de presse pour avoir ces informations. L'avantage, c'est que, étant sur place, ils ont accès aux sources. Les sources, ce sont la plupart du temps la Maison-Blanche. Regardons l'exemple américain. Ce sont également le Capitole, tout le Parlement américain avec qui ils ont tout simplement des contacts. Mais ça peut être aussi un commerçant du quartier qui aurait vu quelque chose et qui est une source. Bien évidemment. C'est comme ce qu'il se passe en France lorsqu'il y a un événement dans une ville. On a les renseignements de la part des forces de l'ordre, de la mairie, des collectivités, des institutions. Mais lorsque ça n'est pas le cas, eh bien on profite pour aller voir le petit fleuriste d'à côté, le boulanger qui peut-être a vu quelque chose et qui peut lui, eh bien tout simplement nous informer. Bref, en fait, tout se passe un peu sur le terrain et c'est comme ça que ça se passe en fait pour ces journalistes qui sont répartis dans le monde entier, ce qui permet de centraliser un maximum l'information. Et c'est eux un peu les remparts contre la désinformation finalement. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup se revendiquent journalistes, mettons des guillemets, sur les réseaux sociaux. On pense aussi à X, ex-ment Twitter, où beaucoup se disaient « j'ai une information, je la donne ». Or, par moment, elles sont fausses. Et c'est l'avantage de ces journalistes d'agences de presse qui, elles, sont sur le terrain et qui, du coup, vont informer et on est sûr de la véracité de leur information. Par exemple, on va rester sur l'exemple français de l'AFP qui a constitué carrément le premier réseau de fast-checking au monde. Il y a 140 journalistes qui travaillent sur les 5 continents et ils sont spécialisés pour regarder en fait les images qui leur remontent, regarder ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias dits traditionnels pour vérifier les infos ou les infox qui sont aujourd'hui transmises un peu partout. Et c'est important de rappeler que quand on est journaliste, on a fait des études et qu'on ne peut pas se prétendre journaliste parce qu'on publie une information quelle qu'elle soit. Merci beaucoup Guillaume pour cette chouette chronique. Tout de suite, je vous laisse découvrir le nouvel invité de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Mickaël Cohen. Bonjour Mickaël. Bonjour Malika. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Et moi, c'est bon, tu peux me tutoyer. On tutoie tout le monde ici. Ah, très bien. Enfin, dans mon émission. Alors, tu es comédien, tu as plus de 30 ans de carrière derrière toi, au cinéma, à la télé et au théâtre. Parce qu'en ce moment, tu es au théâtre, c'est ça l'actualité. Ouais, je suis dans une pièce qui s'appelle Bungalow 21 avec Emmanuel et Mathilde Seigné. Au Théâtre de la Madeleine. Au Théâtre de la Madeleine et Vincent Winterhalter. Et je joue Yves Montand qui part à Hollywood avec Simone Signoret pour tourner un film avec Marilyn Monroe et dans un hôtel très célèbre à Hollywood, le Beverly Hills Hotel. Ils vont se retrouver tous les 4 pendant 3 mois. Et à un moment, leurs conjoints vont devoir partir. Ils vont laisser Marilyn et Montand seul et il va se passer ce qui doit se passer. C'est du mercredi au samedi. Ouais. C'est ça. 21h. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois à venir? J'ai tourné des films qui vont sortir l'année prochaine, mais j'ai un livre qui va sortir en février prochain. Oui, un livre, on est là pour parler d'école, donc un livre c'est mon 3e roman, qui sort aux éditions Anne Carrière, qui s'appelle L'attraction du désordre. Et je suis toujours ému de dire que j'ai un roman qui sort en librairie, parce que, comme on va sûrement l'évoquer, j'ai raté mon bac et 2 fois mon brevet. Ouais. Ah oui? Et c'est ma grande fierté à chaque fois de dire, bah oui, j'ai raté ça, mais j'ai quand même réussi. 2 fois le brevet? 2 fois le brevet, oui. Quand même, belle perf. Donc justement, on va arrêter de se projeter dans le futur, on va faire un petit flashback. Déjà, où est-ce que tu es né? Je suis né à Maisons-Laffitte, j'ai grandi à Sartrouville, une commune communiste, j'aime bien rappeler ça, et puis ensuite à la Garenne-Colombe. Donc j'étais
en banlieue parisienne, pas très loin de Paris, mais pourtant j'avais qu'un rêve, c'était fuir la banlieue et aller à Paris. Et les 15-20 minutes qui me séparaient de la capitale me rendaient nerveux. Quelle enfance, quel souvenir de l'enfance tu gardes? Une enfance moyennement heureuse, mais voilà, une enfance un peu compliquée, certainement, qui a fait que je suis devenu ce que je suis, enfin en tout cas artiste, mais une enfance pas très heureuse et des souvenirs d'écolier pas très heureux non plus, bien que j'ai rencontré quand même quelques personnes qui ont été importantes dans ma vie, mais voilà. Tu avais deux frères, tu as grandi avec deux frères? Ouais, j'avais 2 frères, un grand et un plus petit, et on se battait beaucoup, comme beaucoup dans les familles, et souvent j'arrivais à l'école couvert de bleu. C'est vrai? Et donc ils pensaient que qu'on me battait chez moi, alors que c'était pas, on me battait pas, mais je me battais. Donc non, en tout cas oui. Et pourquoi tu dis une enfance pas heureuse? Parce que on vivait dans une ambiance un petit peu tendue entre un père et une mère qui se cherchaient tout le temps et qui ne se trouvaient jamais, et donc du coup de manière collatérale des enfants qui eux aussi se cherchaient, mais pour le coup se trouvaient, quoi. Et justement, à ce moment-là, vous n'étiez pas proches, vous étiez en conflit tous les enfants? Ouais, on n'était pas proches les uns. On l'est devenu après, par la suite, quand la famille a explosé. Comme quoi ça peut avoir du bon que les familles explosent. Et on s'est ressoudés à ce moment-là, mais non. Et puis souvent, j'avais 2 ans et demi de différence avec mon frère, et souvent j'allais dans les mêmes écoles que lui, et je courais un peu après lui. Donc avec ton grand frère? Ouais, avec mon grand frère, je courais après lui pour essayer d'être proche de lui, puis lui, ça le saoulait, donc je me sentais un peu rejeté. Je me suis souvent senti rejeté dans mon enfance, et c'est pour ça que j'ai essayé sûrement de faire un métier public. Être un peu apprécié. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Michael Cohen, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci beaucoup Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le Zap, le meilleur de tout ce qu'il s'est passé sur School TV. C'est la méthode STAR. S, c'est les sources. T, c'est le travail. A, c'est l'auteur, et R, c'est la rigueur. Et en fait, la première chose, c'est vraiment le S, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sources? Bien sûr. Et juste ce petit exercice-là, des fois, il est très rigolo à faire. Je me suis retrouvée, par exemple, avec des collégiennes qui étaient qui avaient très peur d'un truc qui s'appelle la journée du viol. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une rumeur sur TikTok, journée du viol, avec des garçons qui font « moi, je vais vous protéger les filles le jour de la journée du viol », et des filles qui sont là « mais qu'est-ce que je fais pour la journée du viol? Est-ce que je vais à mon cours de danse ou pas ?» Et c'était une espèce de psychose dans la classe, et typiquement, je leur ai dit « écoutez, on va commencer avec le S, donc les sources, donc vous allez écrire à tous ceux qui disent ça, et vous allez leur demander où est la source, quelle est la source. Et on va vraiment faire ça, madame, leur demander les sources avec des soi-disant des TikTokers un peu connus, tout ça. Et elles ont fait ça pendant 1 heure, il n'y avait aucune source de rien. Elles m'ont dit, vous voyez, des fois ça ne tient à pas grand-chose, vous demandez juste la source. Ouais. Est-ce que dès le début de la création de votre média, la lutte contre la désinformation chez les jeunes a été une priorité chez vous? Alors, la lutte contre la désinformation, oui, parce qu'il y avait, surtout dans les équipes de Spicy, il y a beaucoup de journalistes, donc forcément, c'est un sujet qui tient à cœur aux équipes, mais aussi, en fait, à la suite de ce documentaire, on a été contacté par pas mal d'enseignants qui ont exprimé le besoin de ressources et d'aide pour pouvoir accompagner les sujets d'éducation aux médias. Et en fait, le constat qu'ils faisaient, c'est que d'un côté, ils ne savaient pas trop comment se renseigner, comment s'informer leurs élèves. Et d'un autre côté, ils constataient que leurs élèves parfois reliaient des informations qui étaient complètement alarmantes, enfin des choses assez alarmantes. Donc, à partir de là, justement avec Thomas Huchon et Spicy, on a monté des ateliers auprès de classes. Et c'est à partir de là qu'est née la méthodologie, la méthode Spicy Educ, qui maintenant est proposée aussi sur la plateforme Spicy Educ. Comment vous les accompagnez ? Ils ont l'initiative des sujets, on en discute, on fait ce qu'on pourrait, je crois, appeler des conférences de rédaction, même si c'est trop pompeux, c'est pas comme ça qu'on dit évidemment, mais on en discute longtemps, le nombre de samedi soir ou de vendredi soir, madame, il y a une réunion ce soir, faut venir en ligne, et donc on prend des plateformes où on discute et on fait les réunions de travail, on est tous à la maison, on fait les réunions de travail, on discute des sujets, parfois il y a eu des sujets j'ai quasiment jamais apporté de censure, les seules censures, si on parle de ce mot-là, même si c'est pas le mot qui convient, parce que en fait ils sont tellement responsables qu'ils savent sur
sur quel sujet aller. C'était parce que il prenait à la rigolade et c'était une émission qui tournait trop en dérision, donc sur des sujets sur les sockets. Donc ça, par exemple, j'avais écarté. Mais sinon, c'est des élèves très investis et qui ont envie aussi de parler de l'actualité de temps en temps. Et donc, ils me proposent le sujet et je dis pas de souci, on bosse ensemble. Donc, ils partent vérifier leurs sources, on relit, on se relit, on réécrit, on prépare tout à l'écrit, évidemment. Hein. Je crois que dans les radios professionnelles, c'est souvent comme ça aussi. C'est tout le temps comme ça. Même jusqu'à la virgule de la plaisanterie, je me souviens dans certains studios, mais tant mieux, parce que ça fait on sent que vous êtes parti pour concurrencer énergie, tout ça. Hein. Ah oui, non, mais là, on a vu. La qualité du produit, et pour nous, c'est super formateur, parce que les élèves que je vais mettre en capacité d'écrire, d'argumenter à l'écrit, ils vont passer ensuite à l'oral. Et là, je sers ma discipline, je sers l'histoire-géographie. C'est marrant, il y a un très grand conspirationniste qui s'appelle David Icke en anglais, qui, je crois que c'est ça, un de ses slogans, c'est Connecting the Dots. Donc relier les points. Je relis les points. Donc en fait, il se passe ça dans le monde, plus ça, et alors ils essayent de faire un récit simpliste, avec si possible le méchant très identifiable, enfin quelque chose qui est vraiment un espèce de prêt-à-penser très facilement digérable pour tout le monde qui va pouvoir... et surtout, l'intérêt aussi, c'est que du coup... ça joue quelque part sur pas le narcissisme, mais un peu le narcissisme, on va dire, des gens, dans le sens où si tu adhères à cette théorie... Je fais partie d'une secte, je sais quelque chose que les autres ne savent pas. Oui, et puis surtout, tu as la sensation de te battre vraiment. C'est ça, voilà. De te battre, d'intégrer un combat, c'est quelque chose qui peut redonner du sens. Et moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont dans les théories conspirationnistes et on comprend en discutant avec eux qu'avant tout, ça leur fait du bien. Ils se sentent être d'un combat, être dans un chemin. Et d'être reconnus. Exactement. À la fois sur TikTok, sur Snapchat et puis sur des médias plus traditionnels aussi. Les jeunes consomment de l'information aujourd'hui en ligne plus que dans les médias traditionnels en papier, les grands journaux. Oui, tout à fait, c'est ça. En général, avec mes amis ou moi-même, on s'informe plus sur Instagram, TikTok pour ce qui se passe dans le monde que sur des chaînes télévisée. Alors pourquoi justement? On pourrait se poser la question. Est-ce que c'est la rapidité de l'information? Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus ce réflexe d'aller chez le libraire ou au kiosque du coin acheter le journal? Qu'est-ce qui fait que justement ces modes de consommation changent complètement? Je pense que c'est, comme vous avez dit, la rapidité et également parce qu'on est naturellement, en tout cas pour les plus jeunes d'entre nous, sur notre téléphone, sur Instagram, TikTok ou autre. Et du coup, les informations, elles viennent toutes seules à nous, entre guillemets. C'est pas nous qui doivent venir à l'information, mais c'est les infos qui viennent à nous. Donc forcément, on s'informe de cette manière. Et vous avez le sentiment, on va parler franchement, que cette radio a sauvé des élèves qui se détournaient peu à peu de l'école? Alors là, oui, parole franche, ils me le disent. Les mamans me le disent. Bon, c'est plutôt des mamans qui se sont confiées à moi et qui me disent, oui, bien sûr, on a des élèves qui sont venus parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les disciplines scolaires et là, ils se révèlent et on leur permet de se révéler avec d'autres types de talents et ça, c'est très fort. Je veux dire, ces élèves, ils sont talentueux et je pense que c'est un bon moyen de les révéler. Alors, mais plus globalement, vous pensez que l'oral n'est pas assez enseigné à l'école? En tout cas, ça en dit long. Ça en dit long. Oui, bien sûr, c'est bien pour ça que le grand oral il a été développé. Hein. C'est toujours plus compliqué parce qu'on entend souvent la réponse, mais c'est trop difficile. On en a 35 dans une classe. Oui, parfois c'est. Mais il y a moyen. Quand je fais des ateliers classe, on est en classe, mais hors la classe. Quand on s'organise bien, etc. Il y a moyen de faire passer en 2 heures. On peut faire passer toute une classe qu'à préparer. On peut faire passer 35 élèves au studio et ça fonctionne bien. Puis même j'invite mes collègues à se lancer parce que quand on évalue à l'oral. Ça va plus vite d'évaluer, je veux dire, moi je vais plus vite à évaluer, c'est en qualité quand même, mais je vais plus vite à évaluer un enregistrement de 2 minutes qu'une copie de 8 pages, par exemple. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore. On se retrouve évidemment sur le canal 217, ça c'est sur Orange, 247 c'est sur Free, bien sûr, schooltv.com et notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Guillaume. Merci Loïc. On se revoit quand? Vendredi. Et bien avec ce sera un grand plaisir, il y aura l'agenda. Tout à fait. On compte sur vous pour dénicher plein de petites pépites pour notre week-end. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Romain Luc, au son Héloïse Merlin, au maquillage Taï Sayad et bien sûr à la rédaction Emma Ferré et Laura Girard. Très très belle soirée, à demain.